Antoine Léaumont, une question pour vous. Isoler les trafiquants de drogue les plus dangereux, est-ce que c'est du bon sens pour vous quand on voit l'ultra-violence de certaines actions? Par exemple, le cas de l'ex-détenu Mohamed Amra qui a tué de sang-froid 2 convoyeurs de fonds l'an dernier. Je signale que normalement, si on appliquait les règles, ce serait le cas. C'est-à-dire que ce qui manque dans les prisons à l'heure actuelle, c'est surtout des moyens, des personnels pour faire appliquer les règles qui sont celles qui ont cours normalement dans les prisons. Mais moi, ce que je crains avec ce dispositif, en plus des questions qui sont des questions d'ordre humanitaire, mais je comprends bien que ça ne convainc plus personne. C'est-à-dire on peut parler des prisonniers comme des étant finalement presque des sous-humains qu'on pourrait maltraiter, et tout le monde trouve ça normal. Mais enfin tout le monde, pas nous, mais désormais quand on utilise ces arguments-là, on l'a vu face à nous à l'Assemblée nationale, on nous dit non mais vous êtes les amis des narcotrafiquants, vous voulez qu'ils soient bien traités, etc. C'est pas ça. On veut que les droits humains soient respectés, ce qui est quand même normalement dans le pays des droits de l'homme et du citoyen la base. Mais je vais donner un argument supplémentaire que j'ai donné à M. Darmanin. Quand on met au même endroit les narcotrafiquants, on concentre les capacités corruptives, parce que ce sont des gens qui sont très puissants, qui ont parfois beaucoup d'argent, et qui peuvent donc utiliser ces moyens financiers. Mais je vais plus loin. La corruption, c'est pas seulement l'argent. La corruption, c'est aussi la menace. Et en particulier, moi, j'ai posé une question à M. Darmanin, sur laquelle j'ai eu aucune réponse, qui est, d'accord, à l'intérieur de la prison, vous mettez en place des règles sécurisées, etc. Mais à l'extérieur de la prison, il se passe quoi ? Il se passe quoi quand la personne qui travaille à l'intérieur de la prison rentre chez elle? Elle peut être suivie, on peut observer où elle va, on peut regarder la composition de sa famille et où vont ses enfants. C'est ça les questions qui sont posées, qui sont des questions majeures et sur lesquelles malheureusement nous n'avons eu aucune réponse de la part de M. Darmanin. Alain Joyandet, est-ce qu'isoler ces narcotrafiquants les plus dangereux, c'est la bonne solution, alors qu'on entend certains députés de gauche qui disent attention aux droits des détenus, et puis cet isolement peut rendre fou et augmenter le risque de récidive? La question est simple. Est-ce que la situation actuelle est satisfaisante? Non. Vous avez parlé de Mohamed Amra. On a vu ce qui s'était passé. Beaucoup d'argent, certes, beaucoup d'organisation, et l'organisation qui continue depuis la prison. Est-ce qu'on peut continuer? C'est pas possible. Donc Gérald Darmanin propose cette formule, que je soutiens complètement. Alors la gauche s'offusque, droits de l'homme, oui, enfin, les droits, c'est bien, mais enfin, il faut aussi préserver le droit de nos concitoyens. Quand on voit quelqu'un qui s'échappe, qui tue 2 convoyeurs comme ça, comme si c'était simple, au fond, il faut bien faire quelque chose. D'ailleurs, la gauche vote contre, mais est-ce que la gauche a fait des propositions? Qu'est-ce que la gauche propose à la place? Rien. Donc moi, effectivement, je soutiens une solution volontariste. Il faut vraiment s'organiser pour combattre ce narcotrafic. Antoine Léaumont, les députés ont supprimé la mesure qui devait permettre aux autorités d'avoir accès aux messageries cryptées des trafiquants. Est-ce qu'en 2025, Antoine Léaumont, se passer d'un tel outil, c'est donner une longueur d'avance aux narcotrafiquants ou pas? Non, alors déjà, il faut expliquer que cette mesure ne fonctionne pas sur le plan technique. C'est-à-dire que ce qui était prévu dans la mesure, c'était que les types WhatsApp pouvaient communiquer les données, mais ce sont des données qui restent cryptées. Donc je veux bien qu'on nous envoie, on nous envoie des données, mais si elles restent cryptées, ça ne sert à rien en réalité. Donc on met en place des mesures dont on ne veut mais Monsieur Midi qui défendait la mesure, Monsieur Midi qui défendait la mesure nous a dit lui-même. Un député macroniste. Oui, c'est ça. Au pire, c'est une coquille vide. Au mieux, ça servira à quelque chose. Mais pardon, mais quand on nous défend une mesure comme ça, c'est très mal défendu et ça montre que sur le plan technique, ça ne fonctionne pas. Ensuite, Monsieur Retailleau nous a dit non, mais il y a un outil signalé à l'intérieur des messageries qui permettra, enfin qui peut permettre de sortir du cryptage. Ah bon, on compte donc sur les narcotrafiquants pour signaler les contenus problématiques. Enfin, vous voyez bien qu'on marche sur la tête. Et après, il y a d'autres problèmes qui sont posés. Notamment, si on affaiblit le cryptage, ce qui n'était plus proposé à la fin, parce que quand même, nos arguments ont porté. La mesure a été réécrite. Oui. Donc ça veut bien dire que nos arguments ont porté. Si on affaiblit le cryptage, on affaiblit la France. Parce qu'on affaiblit potentiellement la France vis-à-vis de l'espionnage étranger. Et ça, on ne peut pas être d'accord avec ça. Ça ne peut pas être possible d'entendre ça. Enfin, dernière, je fais vite, mais il y a beaucoup d'arguments. Dernier point, mais les narcotrafiquants veulent des messageries sécurisées. Est-ce qu'on pense vraiment qu'ils vont continuer à utiliser des messageries qui ne seraient plus sécurisées? Bien sûr que non. C'est précisément ce qu'ont montré des dossiers comme EncroChat et SkyECC, qui ont été décryptés d'ailleurs par la gendarmerie nationale et par la police judiciaire. Donc on peut quand même se féliciter d'avoir des forces de police et de gendarmerie qui sont capables de faire ce travail-là. Et c'est ça qu'ils utilisent. Donc si on leur dit c'est pas sécurisé, évidemment qu'ils vont utiliser autre chose et qu'on n'aura aucune information. Alain Joyandet, est-ce qu'il fallait, alors même s'il y a des doutes sur la faisabilité technique du dispositif, essayer de rendre accessibles ces conversations cryptées des narcotrafiquants? Est-ce que c'était la bonne idée? Ce que dit mon collègue parlementaire est pas faux. Sur le plan technique, il y a quand même un certain nombre de sujets. Mais sur le principe d'une loi,
Je pense qu'il faut... c'est une fausse bonne idée, finalement. Oui, mais c'est pas une fausse bonne idée, c'est un besoin. C'est un besoin pour la justice et pour la police. Donc il faut légiférer. Après, les problèmes techniques, c'est autre chose. Il faut légiférer. Moi, je regrette un peu que l'Assemblée nationale détricote ce qu'on a fait au Sénat, parce que ici, c'est quand même exemplaire le travail qu'on a fait. Quand je dis ici, on est Public Sénat, Assemblée nationale ce matin, mais en tout cas au Sénat. C'est la conséquence, ce texte est la conséquence d'un travail en commun entre la gauche et la droite, de deux sénateurs, Étienne Blanc et Jérôme Durain, l'un est LR, l'autre est PS, et ce texte a été voté au Sénat à l'unanimité. Donc vous dites que c'est un texte transpartisan. Mais c'est exceptionnel qu'au Sénat... Et donc vous regrettez le travail de l'Assemblée? Parce que même si ici on a un travail en commun en général, c'est très rare qu'un texte soit voté à la totale unanimité. Donc c'est vraiment un texte d'intérêt national, et moi je regrette que... pour des questions techniques, parce que c'est pas à nous les parlementaires de regarder les questions techniques. Nous, on doit affirmer, on doit afficher une véritable volonté contre le narcotrafic. Après, il y aura les décrets d'application, il y aura un certain nombre de choses, mais il faut donner les moyens à la justice et à la police d'assurer la liberté, non pas des narcotrafiquants, mais la liberté des citoyennes et des citoyens qui doivent pouvoir jouir de cette liberté au pays, effectivement, chers collègues, des libertés. Mais il y a des mesures qui provoquent un assentiment général. Par exemple, la mesure sur les repentis, le dispositif repenti, c'est-à-dire ceux qui vont coopérer avec la justice en échange de réduction de peine. D'ailleurs, nous, les Insoumis, on a proposé de reprendre les mesures du Sénat et d'aller aussi loin qu'allait le Sénat. Malheureusement, c'est la droite, cette fois-ci, à l'Assemblée nationale, qui ne voulait pas aller aussi loin que nous, on voulait. Donc vous voyez, ce texte, il est assez... Les Insoumis, vous n'êtes pas vraiment dans le consensus entre la droite et les socialistes sur ce texte. Mais là, en l'occurrence, si. Mais les socialistes sont sur beaucoup de mesures. À l'Assemblée nationale, les socialistes sont plus souvent d'accord avec nous qu'avec le texte. Donc il y a des mesures qui peuvent créer un assentiment général. Les repentis, c'est bien, parce que ça permet d'obtenir des informations et d'éviter que des nouveaux crimes soient commis. Tout le monde est d'accord avec ça. Vraiment, ça provoque un assentiment général. Pourtant, c'est des questions philosophiques et morales de haut niveau. C'est-à-dire, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'une personne qui a commis un crime va avoir une réduction de peine si jamais elle est capable de nous apporter des informations? C'est une question philosophique très importante. Est-ce qu'on va dire qu'on lui donne une peine moindre? Ou bien est-ce qu'elle doit avoir la peine complète? Mais dans ce cas-là, comment nous donne-t-elle des informations? Vous voyez, c'est des questions qui ne sont pas gauche ou droite, c'est des questions qui sont d'intérêt général. Mais il y a d'autres mesures sur lesquelles on ne peut pas être d'accord. On va laisser réagir Alain Joyandet. Vous êtes d'accord avec ce que le consensus créé au Sénat, on a l'impression qu'il est en train de disparaître. J'apprécie les propos plutôt modérés et consensuels de mon collègue de la France Insoumise. C'est pas courant de la part de la France Insoumise, donc je veux le saluer. Voilà. Mais il n'empêche, si vous voulez, que sur les questions hautement philosophiques, sur lesquelles je veux revenir justement un instant. On peut pas mettre en balance, si vous voulez, la liberté d'un narcotrafiquant et la liberté du citoyen et l'organisation de la société. À un moment donné, pardon de m'exprimer ainsi, mais quand vous avez le choix entre la peste et le choléra, il y a un moment donné, il faut essayer de prendre la moins mauvaise solution. Donc tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait dans ce qui est proposé pour essayer de contenir le narcotrafic, mais au moins donnons-nous la priorité de faire ça d'abord, et puis après, les conditions dans lesquelles les narcotrafiquants vont être incarcérés, quelque part, c'est quand même pas aussi important que la liberté du citoyen, quoi. Alors, pour faire très très vite là-dessus, précisément, ça c'est une mesure dont vous n'avez pas débattu au Sénat. Je le sais bien, mais on en débat ce matin. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un élément qui a été rajouté par M. Darmanin quand le texte est arrivé à l'Assemblée nationale. Du coup, pour le coup, le Sénat s'est pas prononcé sur ces mesures-là. Or, il y a des éléments qui sont très problématiques sur le plan des libertés. Justement, on finit par un point sur ce plan des libertés. Après, on parlera de l'immigration. Une mesure qui fait également polémique dans ce texte, qui concerne ce qu'on appelle le dossier coffre. Alors, on va l'expliquer concrètement. Ce texte prévoit que dans certaines affaires de narcotrafic, eh bien, l'avocat de la défense des narcotrafiquants n'ait pas accès à certains éléments de l'enquête, certaines mises en place d'écoute, notamment de trafiquants, des éléments qu'on met dans ce dossier coffre. Pourquoi la gauche est opposée à ce dispositif ? Je pense que vous l'avez assez bien expliqué. Il y a un principe fondamental en droit pénal, ou en droit d'ailleurs, qui est qu'il doit y avoir une égalité des armes. Ça s'appelle comme ça, égalité des armes entre la défense et le procureur qui généralement attaque, quoi. Il n'y a pas d'égalité des armes. Ça fragilise les enquêtes, les magistrats le disent depuis longtemps. Il y a plusieurs questions qui sont posées. Il y a une question qui est posée de protection des techniques.
Premier élément. Deuxième élément, il y a une question qui est posée de protection des personnels qui travaillent, et notamment d'anonymisation des personnes qui travaillent dans les enquêtes. Il y a un petit problème qui est posé sur le plan de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque article 15, tout homme a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Moi, je suis pour que nous favorisions l'anonymisation des personnes qui travaillent dans les enquêtes pour les protéger, pour éviter qu'elles se fassent tuer notamment, ou menacer, parce que ça, c'est un danger majeur. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'on va obtenir des informations avec des moyens qui ne seraient pas critiquables, parce que ça fait partie de la Alain Jean-Yandé, sur cette mesure-là, est-ce que vous convenez que c'est contraire au droit de la défense, qui est l'un des piliers de notre justice? Dans la théorie, on peut dire que c'est contraire au droit de la défense. Est-ce qu'on se place, pardon d'employer ce terme, dans une justice d'exception? Voilà. Est-ce qu'on accepte une justice d'exception pour le très grand banditisme, pour la sécurité nationale ou pas, en fait? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'entends bien, évidemment, que l'on en reste sur les principes fondamentaux, de droit commun, quelque part. Moi, je suis plutôt tenté de dire que pour des choses comme celle-là, pour ce qu'on a vu récemment, je pense que ça ne me choque pas que quelque part, on sorte un peu du droit commun et qu'on soit un peu dans une justice d'exception, parce que à phénomène d'exception, eh bien aussi justice. Il faut répondre. Il faut pas se laisser faire par le narcotrafic. Alors, au programme des débats du Sénat cette semaine, il était question d'immigration et la majorité de droite et du centre du Sénat a adopté 2 propositions de loi des sénateurs Les Républicains pour d'abord allonger la durée de rétention administrative des étrangers les plus dangereux et puis pour durcir l'accès aux aides sociales des personnes immigrées. Antoine Joubeau. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi créant une condition de durée de résidence pour le versement de certaines prestations sociales. Mardi, dans l'hémicycle du Sénat, l'ombre de Bruno Retailleau semble planer sur les discussions générales. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. L'ancien sénateur, désormais ministre de l'Intérieur, souhaite mener une politique de fermeté maximale contre l'immigration. La droite sénatoriale se fait son porte-voix. 230 contre 109. Le Sénat a adopté. Le ministre s'en est d'ailleurs réjoui sur X. Félicitations au Sénat pour l'adoption de la proposition de loi rétention. Bravo aux sénateurs pour le vote de cette proposition de loi. Concrètement, le Sénat allonge le délai de résidence nécessaire aux étrangers en situation régulière pour prétendre à certaines aides sociales. Pour réduire le coût net de l'immigration, nous proposons depuis plusieurs années d'avoir pour les étrangers des conditions plus exigeantes en matière de prestations sociales non contributives. La Chambre haute augmente également la durée de rétention administrative des personnes sans papier condamnées pour des faits d'une particulière gravité. N'oublions pas que le placement en rétention avant l'exécution des mesures d'éloignement reste le moyen le plus efficace de les éloigner et de protéger nos concitoyens. À gauche, on dénonce la surenchère. Les 210 jours n'ont donc pas encore été votés, et voilà que le ministre nous dit déjà que vous êtes en quelque sorte petit bras et qu'il va falloir aller encore plus loin. Les opposants critiquent aussi des textes au service de la campagne du locataire de la place Beauvau, alors qu'il brigue la présidence des LR. Actuellement, on voit bien que Bruno Retailleau n'a pas la possibilité, visiblement, de déposer un projet de loi qui porterait son nom. Ses amis ici au Sénat, du groupe dont il a été le président, Pendant 10 ans, oui. Et on sait aussi qu'il est en campagne interne au sein du Parti Les Républicains actuellement, eh bien, effectivement, il pousse son agenda politique à travers des propositions de loi. Ces textes doivent désormais passer par l'Assemblée nationale et surtout éviter une censure du Conseil constitutionnel. Antoine Léaumont, je voudrais qu'on commence par réagir à la proposition de loi sur les aides sociales, qui durcit les conditions d'accès aux aides sociales, à certaines aides sociales versées aux étrangers. Est-ce que ce modèle social pour les étrangers, ça peut créer un appel d'air pour l'immigration clandestine? Non, bien sûr que non. Les étrangers font pas du droit social comparé avant de venir dans notre pays. Pourquoi les gens quittent leur pays? Ça, c'est une question qui n'est jamais posée d'ailleurs par la droite ou par l'extrême droite. Les gens quittent leur pays généralement pour 3 causes. La première, c'est les guerres. La deuxième, c'est les causes économiques. Et la troisième, c'est les causes climatiques. Sur les causes économiques, par exemple, on pourrait en parler. Des gens comme M. Bolloré, pendant des années, ont exploité en Afrique un certain nombre de matières premières. Et ensuite, font des chaînes de télé pour se plaindre de l'immigration. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui est assez scandaleux de mon point de vue. Et par ailleurs, l'immigration, c'est pas une donnée idéologique. C'est un phénomène, c'est un fait. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on essaye de se voiler la face et de se dire ça va s'arrêter ou je ne sais quoi en se disant ça va se régler tout seul. Soit on traite la question de la manière dont elle arrive. Et moi, ce que je dis, c'est qu'encore une fois, si on veut parler d'immigration, il faut parler de la question des
causes, il faut traiter les causes de l'immigration. Et en particulier, les accords de libre-échange sont une manière d'appauvrir un certain nombre de pays en Afrique. Si on prend un exemple comme la Côte d'Ivoire, par exemple, on a une balance commerciale favorable pour la France de 400 millions d'euros par an. C'est-à-dire, pour résumer les choses et pour grossir le trait, on vole 400 millions d'euros par an à la Côte d'Ivoire et ensuite on s'étonne qu'il y ait de l'émigration depuis la Côte d'Ivoire. Posez-vous les bonnes questions. Évidemment, en désaccord total, mais je voudrais prendre un exemple concret pour que les gens comprennent, ce qu'on essaie de faire au Sénat. On essaie de faire en sorte que la France ne soit plus le pays le plus généreux d'Europe en matière d'aide sociale pour les gens qui viennent ici, pas pour travailler, mais uniquement pour bénéficier des aides sociales. Exemple, l'aide médicale d'État, grand débat. Un immigré en situation irrégulière, je dis bien irrégulière, qui vient en France, qui démontre qu'il est en situation irrégulière depuis 3 mois, au lieu de le mettre dans l'avion et de le renvoyer chez lui, on lui donne droit aux soins hospitaliers illimités. C'est 1,2 milliard d'euros. Quand nous étions au gouvernement, on avait réduit cette aide médicale d'État pour la restreindre aux urgences. On était redescendu à 500 millions, on ne l'avait pas totalement supprimé, mais la gauche a rouvert à nouveau le robinet, donc c'est un appel d'air. Donc l'immigration clandestine, c'est pas que les questions économiques. Donc ça veut dire que vous êtes pour l'instauration d'une forme de préférence nationale ? Je ne vais pas employer ce terme de préférence nationale parce que je ne veux pas faire de raccourcis, mais dire quand même qu'il faudrait qu'un immigré ici qui vient chez nous, qu'on accueille, il démontre qu'il est là depuis 2 ans pour bénéficier des prestations sociales dont parfois certains Français qui ont travaillé pendant 40 ans n'ont pas droit. C'est pas vrai. C'est quand même, écoutez, quand vous avez des retraités qui ont travaillé pendant 40 ans et qui touchent 700 ou 800 euros par mois et qui voient qu'un immigré qui est ici depuis 6 mois gagne autant qu'eux en étant uniquement là et en ne faisant rien, ça existe. Et s'il faut que je vous démontre les chiffres, je les ai, je peux les démontrer. La réponse d'Antoine Léaumont. Non mais j'aimerais bien savoir avec quoi ils gagnent autant. Parce que les Français, s'ils sont, peu importe leur lieu de résidence, par la force des choses, ils sont en France. Les Français qui n'ont aucune source de revenus, ils ont droit au RSA, à la sécurité sociale et à la CMU, la couverture, la contribution mutuelle universelle. Bon, donc un Français qui est dans son pays, il a droit à une couverture sociale qui lui permet d'avoir un revenu si jamais non. C'est pas vrai. RSA, sécurité sociale, CMU. C'est pas vrai parce que celui qui est retraité et qui touche 800 euros par mois, eh bien il n'a pas droit à tout ça. Monsieur, il faudra regarder le programme de la France Insoumise puisque nous nous proposons. Mais que vous le proposiez, c'est une chose, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, c'est pas vrai. Il y a un minimum vieillesse qui est effectivement... C'est pas vrai. Si, il y a un minimum vieillesse qui n'est pas assez élevé. Et pour notre part, nous proposons... Donc vous reconnaissez que des gens français qui ont un minimum vieillesse, certes pas assez élevé, peuvent avoir moins qu'un immigré. Non. Absolument pas, c'est finissez. Vous dites, chers collègues, que vous le proposez, mais pour l'instant, ce que je comprends... On va laisser finir Antoine Léaumont. Si vous me laissez répondre, un étranger en situation irrégulière n'a droit qu'à une chose, c'est l'aide médicale d'État. Si jamais on enlève l'aide médicale d'État, c'est-à-dire si on dit au bout de 2 ans, peut-être qu'on soignera les gens qui sont en situation irrégulière, c'est-à-dire littéralement, il y a des gens qui peuvent mourir. Ça, c'est jamais dit, mais quand les gens ils vont à l'hôpital, c'est pas par plaisir, pour faire je sais pas quoi, c'est parce qu'ils sont dans des situations qui sont telles qu'en général, ils peuvent pas faire autre chose et que sinon, ils vont mourir. Mais donc moi, je veux bien qu'on dise, non mais des économies à faire, il y en a un certain nombre, notamment sur les cadeaux fiscaux qu'on a fait aux très grandes entreprises de ce pays. Et il y en a ras-le-bol d'une manière générale, pour ma part en tout cas, qu'on fasse sans arrêt des cadeaux eux-mêmes et qu'on leur demande jamais d'efforts. Mais je veux aller jusqu'au bout parce que je veux pas laisser une idée fausse. Très rapidement. La seule aide qui existe pour les étrangers, c'est l'aide aux demandeurs d'asile, c'est-à-dire ceux qui sont dans une situation de demande d'asile. Vous savez combien c'est ? 204 euros par mois. Voilà. 204 euros par mois, ça fait 6,80 euros par jour. Voilà la seule aide qui existe pour les personnes demandeuses d'asile. Mon collègue fait un amalgame entre l'immigration irrégulière et l'immigration tout court. Voilà. Quand j'ai parlé de l'AME, j'ai bien parlé de l'immigration irrégulière. Ouais. Voilà. Mais ce qui est clair... Parce que là, on parle de l'immigration régulière et des aides sociales, mais l'immigration allocation logement, allocation l'autonomie... Le regroupement familial, les allocations familiales, etc. Les gens qui travaillent, et avec ça, sans travailler, un immigré en situation régulière peut gagner beaucoup plus, mais tout le monde le sait, tous les chiffres existent. Mais donnez-moi les chiffres. Moi, je vous ai donné des chiffres précis. Et voilà. Et donc, ça permet aussi de l'intégrer à la société française. Ça permet de l'intégrer, mais vous savez, tout immigré qui veut s'intégrer est le bienvenu. L'ensemble de ce dont on parle ce matin vise quel objectif, au fond ? Il vise l'objectif de remettre de l'ordre
de l'ordre dans la société, que l'on parle du narcotrafic, que l'on parle de la situation des immigrés en situation irrégulière, ou des immigrés qui sont des immigrés dans des situations de justiciables quand même dans un niveau assez haut, tout ça c'est fait pourquoi? Au fond, tout ce que l'on est en train de dire ce matin, c'est pour essayer de remettre de l'ordre dans la société française. 70% des Français souhaitent que l'on remette de l'ordre. Et je pense qu'on est quand même là pour servir les Français. Antoine Léaumont, sur l'aspect sécuritaire, la droite sénatoriale a voté la seconde proposition de loi qui passe de 90 à 210 jours la durée maximum de rétention administrative pour les étrangers les plus dangereux. Pour ces personnes précisément, est-ce qu'il faut les laisser dehors une fois que les 90 jours sont dépassés? Moi, j'aimerais savoir ce qu'on entend par les étrangers les plus dangereux. Parce que les centres de rétention administrative sont, comme leur nom l'indique, condamnés pour des crimes de plus de 5 ans. Eh bien, précisément non. Pour l'instant, c'est des centres de rétention administrative, c'est-à-dire c'est des décisions administratives. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien de tout ça. On décide de placer des gens sur la base de « attention, potentiellement, ils peuvent être dangereux ». Je ne trouve pas que ça soit la justice. Et par ailleurs, quand un étranger, qu'il soit en situation régulière ou en situation irrégulière, a commis un délit ou un crime, je suis pour qu'il soit puni par les lois françaises. Donc si quelqu'un doit être puni à 5 ans de prison, on ne va pas lui payer un billet d'avion, on le punit à 5 ans de prison. C'est ça la règle, normalement. Dans le pays des droits de l'homme, on dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les étrangers comme les Français. Donc si les étrangers ou les Français commettent des crimes ou des délits, ils sont punis par les lois françaises. Point barre. Voilà. Moi, je pense que les étrangers sur le sol français qui sont sous OQTF, les OQTF ont augmenté quand même de 60%. Donc obligation de quitter le territoire français. Oui, obligation de quitter le territoire français. Ils ont quand même augmenté de 60% en 5 ans. Il y a quand même un sujet. Il faut s'en occuper, il faut faire quelque chose. Quand ils sont en CRA, quand ils sont en centre de rétention administrative, je suis désolé, eh bien je considère qu'ils n'ont pas les mêmes droits que les Français qui sont en situation régulière en France. Le droit, ben oui, je suis désolé, mais enfin ils n'ont pas les mêmes droits puisqu'ils sont en situation irrégulière, ils sont sous OQTF. Et donc donner, pour revenir à la proposition de loi et à votre question, donner plus de délais pour la rétention, je suis évidemment favorable. Écoutez, on a des exemples de faits divers regrettables, d'OQTF qui étaient en centre de rétention administrative, qu'on a été obligés de sortir parce qu'ils avaient dépassé le délai légal et qui ont commis l'irréparable en sortant. Donc s'il faut les garder 200 jours ou 300 jours, parce qu'il faut laisser le temps à l'administration de se prononcer pour les renvoyer dans leur pays, ça me paraît tellement évident et pas contestable. Juste pour répondre, qu'est-ce qu'on fait des étrangers qu'on n'arrive pas expulsés et qui sont quand même évalués comme dangereux? C'est précisément peut-être la question qu'il faut poser, parce que en l'occurrence, le cas, je pense auquel pense mon collègue sénateur, c'est une personne dont on disait qu'elle devait être expulsée en Algérie. Il y avait un débat, enfin l'administration française n'a pas envoyé les papiers au bon endroit, ou l'administration algérienne n'a pas reçu les papiers au bon endroit. Donc ensuite, c'est produit quelque chose. Mais on ne réglera pas la question en disant on va allonger la durée de détention. Ça va poser toute une série d'autres problèmes dont on parle jamais. Mais ça pose toute une série d'autres problèmes, notamment la question des places, la question de voilà. Et moi, je suis pas favorable à des régimes de détention administrative. Et c'est la fin de ce débat. Merci à tous les deux d'y avoir participé.